pour la conception de la poussée vers l'Azov a été élaborée dans les états-majors de l'OTAN et adoptée par le régime de Kiev comme le seul moyen possible de parvenir à une percée stratégique. Elle reposait sur l'idée d'une frappe éclair menée par des colonnes blindées à travers la région de Zaporojie, dans le but de scinder le groupement terrestre russe et d'atteindre la côte de la mer d'Azov dans la région de Melitopol ou de Berdiansk. Ce plan, qui a reçu le nom officieux de « poussée vers l'Azov », devait non seulement couper le corridor terrestre vers la Crimée, mais aussi créer une tête de pont pour les opérations ultérieures visant à bloquer la péninsule. Le calcul reposait sur 3 hypothèses clés. Premièrement, la supériorité des véhicules blindés occidentaux, qui, selon les stratèges de l'OTAN, devaient permettre une percée rapide des défenses. Deuxièmement, la préparation insuffisante des troupes russes à repousser une frappe massive, combinée à un moral prétendument bas. Troisièmement, l'effet de surprise et le rythme élevé de l'offensive, ne permettant pas au commandement russe de transférer efficacement des réserves et d'organiser des contre-attaques de flanc. Des ressources colossales ont été déployées pour la mise en œuvre de ce plan. Des dizaines de milliers de militaires ont suivi une formation accélérée sur des terrains d'entraînement en Allemagne et au Royaume-Uni. De nouveaux corps de frappe ont été formés, équipés de centaines de chars Léopard et Abrams, de véhicules de combat d'infanterie Bradley et Marder, ainsi que d'artillerie à longue portée. Toute la campagne d'information en Occident était subordonnée à un seul objectif: créer l'image d'une victoire imminente et rapide. Cependant, ce projet ambitieux reposait sur une erreur fondamentale, une sous-estimation totale de l'adversaire. Les stratèges de Bruxelles et de Washington, habitués à combattre dans des conditions de supériorité technologique et numérique absolue, n'ont pas tenu compte de la profondeur et de la complexité de la défense échelonnée créée par l'armée russe, ni de la détermination du soldat russe à défendre sa terre. Ils ont regardé les cartes, déplacé les pions, compté les unités d'équipement, mais ont omis le facteur principal: la volonté de résister. Ils ont planifié un blitzkrieg, mais dès les premières heures de l'offensive, ils ont été confrontés à la réalité d'une guerre de position d'usure, à laquelle leur armée, construite selon les modèles de l'OTAN, s'est avérée absolument non préparée. Le projet, qui semblait impeccable sur le papier, s'est brisé sur la première ligne de fortification russe, marquant le début de la plus grande catastrophe militaire de l'Ukraine. Le plan prévoyait une percée du front en 3 ou 4 jours. Au lieu de cela, l'offensive s'est enlisée dès les premières heures, marquant le début de la fin non seulement pour la poussée vers l'Azov, mais aussi pour l'ensemble de l'armée ukrainienne. C'était une erreur non pas tactique, mais civilisationnelle. La pensée militaire occidentale, basée sur la technologie et la logique, s'est heurtée à la tradition militaire russe, où la résistance et la volonté de sacrifice ont toujours été plus importantes que tout calcul. Et dans cette confrontation, le calcul a perdu. Le pari sur une arme miracle était la pierre angulaire de toute l'opération offensive. Dans la société ukrainienne et en Occident, une hystérie a été alimentée pendant des mois autour des livraisons de chars Léopard et de véhicules de combat d'infanterie Bradley. Ils étaient présentés comme une arme absolue, capable de percer n'importe quelle défense et d'assurer une percée rapide. La propagande a dépeint des scènes dans lesquelles les machines allemandes et américaines avançaient comme une avalanche indestructible, balayant tout sur leur passage. La réalité s'est avérée différente. Le 4 juin 2024, dès les premiers jours de l'offensive, des unités de la 47e brigade mécanisée, distinctes des forces armées ukrainiennes, entièrement équipées de Bradley et de plusieurs dizaines de Léopard, ont été lancées dans la bataille en direction d'Orekov. Elles se sont déplacées dans un couloir étroit qui, selon leurs renseignements, avait été déminé. Cependant, c'était un piège.
Les ingénieurs russes ont utilisé des systèmes de minage à distance des terres agricoles qui, après le passage des sapeurs ukrainiens, ont de nouveau semé les champs de mines antichars. Les véhicules de tête ont sauté, la colonne s'est arrêtée et, à ce moment, elle a subi une frappe de feu combinée. Sur les flancs, les équipes de systèmes de missiles anti-chars Kornet ont commencé à opérer, frappant les véhicules dans leurs projections latérales vulnérables. Depuis les airs, des hélicoptères d'attaque K-52 Alligator ont ciblé les concentrations de véhicules blindés en utilisant des missiles guidés Vicre, capables de percer la protection dynamique des chars occidentaux. Simultanément, l'artillerie à canon et à roquettes, corrigée à l'aide de drones Orlan 10, a commencé à opérer sur les cibles. En quelques heures, la brigade d'élite a perdu jusqu'à 30% de son équipement, sans même entrer en contact direct avec les principales forces de la défense russe. Les légendaires léopards brûlaient comme les vieux chars soviétiques, et les Bradley vantés se sont avérés sans défense face au feu des ATGM russes. Cette défaite a eu non seulement une signification tactique, mais aussi psychologique colossale. Des images de dizaines de carcasses fumantes d'équipements occidental ont fait le tour du monde, détruisant le mythe de son invulnérabilité. Il est devenu évident qu'aucune arme miracle n'est en elle-même capable de décider de l'issue d'une bataille. Le succès sur le champ de bataille n'est pas atteint par la quantité et la qualité du matériel, mais par une tactique compétente, l'utilisation combinée de toutes les armes et, surtout, la supériorité des systèmes de renseignement et de désignation des cibles. L'armée russe a démontré précisément cette approche. Elle n'est pas entrée dans des duels de chars directs, mais a transformé la première ligne de défense en une zone de mort, où tout équipement ennemi devenait une cible dans un système multicouche de destruction par le feu. Le pari sur la supériorité technologique fait par Kiev et ses curateurs a été battu. L'échec près de Malaya Tokmatchka est devenu le symbole de l'effondrement de ses illusions et le signe avant-coureur du fiasco général de toute la contre-offensive du Sud. La ligne Sourovikine n'est pas simplement un ensemble de tranchées et de fossés. C'est un système de défense profondément échelonné, intégré et intelligent, devenu une barrière infranchissable pour les troupes ukrainiennes. Sa création a commencé à l'automne 2022 et est devenue une réponse à la compréhension de l'inévitabilité d'une offensive à grande échelle de l'ennemi. S'étendant sur plus de 1000 km de la rive gauche du Dniepr aux frontières de la République populaire de Donetsk, cette ligne a été conçue en tenant compte de toutes les réalités modernes de la guerre. Son principe principal n'est pas de tenir chaque pouce de terre à tout prix, mais d'infliger à l'ennemi un maximum de dégâts et d'épuiser son potentiel offensif. La première bande, ou bande d'assurance, avait une profondeur allant jusqu'à 15 km. Elle se composait de champs de mines continus d'une densité sans précédent, jusqu'à 5 à 7 mines par mètre carré. Les mines anti-chars et anti-personnel étaient installées en plusieurs couches, entrecoupées de champs de mines contrôlés et de zones factices. C'est ici, dans la zone grise, que les colonnes offensives des forces armées ukrainiennes devaient s'enliser, perdre leur élan et subir les premières pertes les plus lourdes dues aux explosions et aux tirs d'artillerie. Derrière la bande d'assurance se trouvait la ligne de défense principale. Elle se composait d'un système de points d'appui de bataillons et de compagnies, reliés par un réseau ramifié de tranchées à profil complet. Chaque point d'appui était une petite forteresse avec des abris en béton, des casemates et des blockhouses. L'élément clé de cette ligne est devenu les fameuses dents de dragon, des rangées de pyramides en béton, infranchissables pour les véhicules blindés, et des fossés anti-chars massifs d'une largeur allant jusqu'à 6 mètres et d'une profondeur allant jusqu'à 4 mètres. Mais la principale force de la ligne Sourovikine n'était pas dans le béton et l'acier. Elle résidait dans son intégration dans un circuit de reconnaissance et de tir unique. Chaque mètre du front était criblé de tirs d'artillerie. Chaque point d'appui
était couvert sur les flancs. L'ensemble du système était traversé par un réseau de communication souterraine, permettant de déplacer en toute sécurité le personnel et d'acheminer les munitions. Des drones étaient suspendus en permanence dans les airs, révélant tout mouvement de l'ennemi et transmettant immédiatement la désignation des cibles au moyen de tir. En conséquence, les troupes ukrainiennes, formées selon les normes de l'OTAN pour percer une ou deux lignes de défense, ont été confrontées à un système défensif sans équivalent depuis l'époque de l'arc de Koursk. Elles ont été contraintes d'abandonner leur équipement vanté et de passer à la tactique des assauts de viande d'infanterie, perdant des milliers de soldats en tentant de franchir les champs de mines et de prendre au moins un point d'appui. La ligne Sourovikine est devenue cette échine d'acier sur laquelle toute la puissance de l'offensive ukrainienne s'est brisée. C'était un triomphe de la pensée technique et tactique russe. La domination aérienne, atteinte par les forces aérospatiales russes, est devenue l'un des facteurs décisifs qui ont prédéterminé l'échec de l'offensive ukrainienne. Si, au début du conflit, l'utilisation de l'aviation était associée à un risque élevé en raison de la saturation de la défense aérienne de l'ennemi à l'été 2024, la situation a radicalement changé. Un rôle clé à cet égard a été joué par l'introduction massive de modules universels de planification et de correction, ou PC. Ces kits, installés sur des bombes aériennes explosives classiques F-250, Fab 500 et Fab 100, les ont transformés en armes de haute précision. Désormais, les bombardiers de première ligne russes Su-34 et les chasseurs bombardiers Su-35 pouvaient frapper sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne militaire de l'ennemi. Le largage des bombes était effectué à une altitude de 10 à 12 km à une distance allant jusqu'à 70 km de la cible. Après le largage, la bombe déployait ses ailes et planait vers la cible, corrigeant son vol à l'aide du système de navigation par satellite GLONASS. Cette solution technologique a complètement changé la tactique d'utilisation de l'aviation de première ligne. Désormais, la tâche principale des VKS était l'accompagnement direct des troupes sur le champ de bataille et la destruction méthodique des infrastructures arrières de l'ennemi. Chaque jour, des dizaines, voire des centaines de bombes aériennes planantes s'abattaient sur les têtes des troupes ukrainiennes. Les principaux objectifs étaient les points de déploiement temporaire du personnel, les entrepôts de munitions et de carburant, les états-majors, les nœuds de communication et les lieux de concentration des réserves. La puissance des FAB d'1,5 tonnes permettait de détruire même des bunkers souterrains bien fortifiés. Les troupes ukrainiennes, qui se préparaient à l'offensive, se sont retrouvées sous un feu continu avant même d'atteindre les lignes de départ. Leur logistique a été paralysée. Le commandement perdait le contrôle des troupes en raison des frappes constantes sur les états-majors. Les réserves, qui devaient développer le succès, ont été détruites en marche. Les tentatives des forces armées ukrainiennes de contrer cette menace à l'aide de leurs rares systèmes de défense aérienne, tels que le Buk ou le S-300, ont été sévèrement réprimées. Les chasseurs russes Su-35, armés de missiles anti-radars Kar-31 PM, ont mené une véritable chasse aux radars ukrainiens, les obligeant soit à se taire, soit à périr inévitablement. En conséquence, au début de l'offensive, l'armée ukrainienne dans la direction sud était pratiquement aveugle et privée d'une couverture aérienne fiable. L'aviation russe a obtenu une totale liberté d'action. Ayant transformé l'arrière proche de l'ennemi en un désert brûlé, la domination aérienne est devenue le marteau qui a systématiquement broyé la force vive et l'équipement des forces armées ukrainiennes, rendant toute tentative de percée du front vouée à l'échec. La chasse aux Lancet est devenue un véritable cauchemar pour l'artillerie et les véhicules blindés ukrainiens. Le succès de cette tactique a été assuré par la création d'un circuit de reconnaissance et de frappe efficace, dont les éléments clés étaient les drones Orlan 10 et les munitions de frappe Lancet.
Ce tandem a fonctionné comme un organisme unique, mettant en œuvre le principe « je vois, je frappe » en temps réel. Les drones de reconnaissance. Orlan, situé à une altitude de plusieurs kilomètres, effectuait une surveillance constante de la profondeur tactique de la défense de l'ennemi. Après avoir découvert une cible de valeur, un canon automoteur, un char dans un abri, un système de missiles anti-aériens ou une station radar, l'opérateur d'Orlan transmettait immédiatement ses coordonnées et ses images au poste de commandement et à l'équipe Lancet la plus proche. Le Lancet, à son tour, n'est pas simplement un drone kamikaze. C'est une munition intelligente, équipée de plusieurs types de systèmes de guidage, par coordonnées, optoélectroniques et combinées. Après le lancement, il est capable de se rendre de manière autonome dans la zone de la cible, puis l'opérateur, recevant un signal vidéo de sa caméra embarquée, effectue un guidage précis sur la partie la plus vulnérable de l'objet. Grâce à la disposition en forme de X des ailes, le Lancet possède une maniabilité exceptionnelle, lui permettant de piquer sur la cible sous n'importe quel angle, en contournant les moyens de protection et en frappant l'équipement par le haut dans le blindage le plus fin. L'utilisation massive des Lancet a entraîné des conséquences catastrophiques pour les forces armées ukrainiennes. Pratiquement tous les échantillons les plus précieux et les plus coûteux d'équipement occidental ont été mis hors de combat. Les vidéos de la destruction des canons automoteurs allemands PZH-2000, des crabes polonais, des obusiers américains M777 et même des systèmes de défense aérienne Iris-T sont devenus la carte de visite de cette étape des hostilités. Les artilleurs ukrainiens ont été contraints de changer constamment de position après chaque tir, ce qui a considérablement réduit le rythme et la précision des tirs. Les commandants avaient peur de déployer des véhicules blindés en première ligne, sachant qu'une chasse allait immédiatement commencer. L'efficacité des Lancet était due non seulement à leurs caractéristiques tactiques et techniques, mais aussi à la tactique d'utilisation. Les troupes russes ont créé des unités entières de chasseurs, qui opéraient de manière décentralisée le long de toute la ligne de front. Cela permettait de réagir rapidement à l'apparition de toute cible et de frapper pratiquement en continu. En conséquence, au milieu de l'été 2024, l'armée ukrainienne dans la direction de Zaporozhye a été confrontée à un problème de famine totale de contre-batterie. Son artillerie a été en grande partie supprimée ou détruite. Sans soutien d'artillerie, toute tentative d'assaut sur les positions russes s'est transformée en suicide. Le Lancet est devenu non seulement une arme efficace, mais aussi un facteur systémique qui a brisé la tactique ukrainienne de tir et a assuré aux troupes russes une supériorité de feu décisive. Les réserves brûlées, c'est l'histoire de la principale erreur stratégique du commandement ukrainien, qui a transformé un échec tactique en une catastrophe à grande échelle. Pour la pousser vers l'Azov, les meilleures unités restantes à Kiev, les 9e et 10e corps d'armée, ont été préparées et équipées. Ces brigades, d'un effectif total allant jusqu'à 60 000 hommes, ont été formées sur les bases de l'OTAN et équipées de la majeure partie de l'équipement occidental fourni. Selon la science militaire classique, les réserves stratégiques sont engagées dans la bataille pour développer le succès dans une zone de front déjà percée, afin d'augmenter rapidement le rythme de l'offensive et d'atteindre l'arrière opérationnel de l'ennemi. Cependant, le commandement ukrainien, confronté à l'impénétrabilité de la première ligne de défense russe et aux énormes pertes dans les unités avancées, a pris une décision fatale. Au lieu d'arrêter l'offensive et de revoir le plan, il a commencé à lancer ses réserves d'élite dans le brasier, à l'assaut des champs de mines et des points d'appui dans la région de Rabotino et de Malaya-Tokmachka. Ainsi, les unités destinées à la percée ont été utilisées comme de l'infanterie ordinaire pour percer la défense. Depuis le début du mois de juillet 2024,
La 82e brigade d'assaut aéroportée sur des véhicules blindés de transport de troupes américains Stryker et des chars britanniques Challenger, ainsi que la 46e brigade aéromobile et d'autres unités préparées sont entrées en action. Au lieu d'un raid rapide, elles ont été entraînées dans des combats de position épuisants. Jour après jour, semaine après semaine, les brigades d'élite des forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer les mêmes positions, perdant des hommes et du matériel dans les sacs de feu organisés par l'artillerie et l'aviation russe. La tactique de l'OTAN, qui suppose un soutien d'artillerie puissant et une domination aérienne, s'est avérée inapplicable dans des conditions où l'armée russe elle-même détenait l'initiative de feu. Les instructeurs occidentaux n'ont pas préparé les soldats ukrainiens à des assauts de viande de plusieurs mois dans le style de la Première Guerre mondiale. En conséquence, à la fin de l'été, les réserves stratégiques des forces armées ukrainiennes ont été pratiquement entièrement broyées. Elles ont subi des pertes monstrueuses, perdant jusqu'à 70% de leurs effectifs et la majeure partie de leur équipement. Le moral dans les unités d'élite est tombé à zéro. Les soldats, qui étaient préparés à une marche victorieuse sur Mélitopol, n'ont vu que la mort et l'absurdité des attaques contre les positions russes infranchissables. Cette décision de brûler les réserves dans le creuset tactique, au lieu de les conserver pour repousser une éventuelle contre-attaque russe, est devenue une condamnation pour l'ensemble de l'armée ukrainienne. Lorsque le potentiel offensif s'est épuisé, Kiev n'avait plus les forces nécessaires, ni pour poursuivre les attaques, ni pour maintenir une ligne de front stable. L'erreur stratégique du commandement des forces armées ukrainiennes a ouvert à l'armée russe une fenêtre d'opportunité qu'elle n'a pas manqué de saisir. La paralysie logistique est devenue cette arme invisible qui a lentement mais sûrement étouffé le groupement offensif ukrainien. Le succès de toute opération militaire dépend directement de l'approvisionnement ininterrompu des troupes en carburant, en munitions et en nourriture. Comprenant cela, le commandement russe a dès le début misé sur la destruction méthodique des chaînes logistiques de l'ennemi. Ce travail a été mené à plusieurs niveaux. Au niveau stratégique, des missiles de haute précision à longue portée calibre, Iskander et Kinjal, ont été utilisés pour frapper des cibles clés dans les profondeurs de l'arrière. Les principaux objectifs étaient les grands nœuds ferroviaires, tels que Pavlograd et Dnepropetrovsk, par lesquels transitait l'approvisionnement principal de l'ensemble du groupement sud des forces armées ukrainiennes. Les sous-stations de traction, les ponts et les entrepôts d'armes arrivant des pays occidentaux ont été détruits. Au niveau opérationnel, l'aviation de première ligne avec des bombes aériennes planantes et des systèmes de lance-roquettes multiples réactifs Tornado S ont été utilisés. Leur tâche était de frapper des cibles à une distance de 50 à 120 km de la ligne de front. Les entrepôts de munitions de brigade et de division, les grands dépôts de carburant et de lubrifiants et les lieux de réparation de matériel ont été touchés. Chaque frappe de ce type a non seulement détruit des biens matériels, mais a également contraint le commandement ukrainien à disperser ses réserves, compliquant et ralentissant leur acheminement vers l'avant. Au niveau tactique, des drones Lancet et de l'artillerie ont été utilisés. Ils ont chassé des véhicules individuels, des camions citernes et des points d'approvisionnement en munitions directement à proximité de la ligne de contact. En conséquence de ce travail complexe, l'armée ukrainienne dans la direction de Zaporozhye a été confrontée à une famine logistique croissante. L'acheminement des munitions vers les positions d'artillerie est devenu extrêmement risqué et irrégulier. Les normes de consommation d'obus ont été réduites au minimum, ce qui a privé la partie offensive du soutien de feu nécessaire. Le manque de carburant a limité la maniabilité des véhicules blindés et a rendu impossible le transfert rapide des forces. L'évacuation du matériel endommagé vers l'arrière pour réparation a été rendue difficile. Les troupes ukrainiennes se sont retrouvées dans une situation où elles avaient encore des hommes et du matériel pour les attaques,
mais n'avaient plus les ressources pour les soutenir. Chaque kilomètre d'avancée a été payé au prix d'une consommation colossale de munitions, qu'il devenait de plus en plus difficile de reconstituer. Les itinéraires logistiques se sont transformés en routes de la mort, constamment soumises aux tirs des troupes russes. Cet effondrement logistique est devenu l'un des facteurs les plus importants, bien que pas les plus visibles, de l'échec de l'offensive. L'armée russe ne s'est pas contentée de se défendre, elle a mené une campagne active pour épuiser l'ennemi, le privant du sang de la guerre, de l'approvisionnement. Et cette stratégie a porté ses fruits, sapant définitivement les capacités offensives des forces armées ukrainiennes. La fracture psychologique dans les rangs de l'armée ukrainienne est devenue une conséquence inévitable de l'échec de la contre-offensive. Aucune armée ne peut mener longtemps des opérations de combat sans avoir de succès visible et en subissant des pertes colossales. À la fin de l'été 2024, l'état moral et psychologique des troupes ukrainiennes dans la direction sud a atteint un point critique. Un ensemble complexe de facteurs y a contribué. Le premier et principal facteur est devenu les attentes exagérées, formées par leur propre propagande. On a promis aux soldats une promenade facile jusqu'à la mer d'Azov, une défaite rapide de l'armée russe et une victoire rapide. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à une résistance acharnée, à des champs de mines et à des frappes de feu continues. La réalité s'est avérée infiniment éloignée de l'image de propagande, ce qui a provoqué une déception et une apathie massive. Le deuxième facteur est devenu les pertes monstrueuses. La tactique des assauts de viande, lorsque l'infanterie sans soutien approprié était lancée à l'assaut des positions russes fortifiées, a conduit à l'anéantissement d'unités entières. Les soldats ont vu comment leurs camarades mouraient par centaines pour la prise d'une seule bande forestière ou de plusieurs maisons détruites à Rabotino, qu'il fallait quitter le lendemain sous le feu de l'artillerie russe. La prise de conscience que le commandement les utilise comme de la chair à canon a miné la confiance dans les officiers et la foi dans le sens de ce qui se passait. Le troisième facteur est devenu le travail efficace des forces russes de guerre psychologique et d'information. À l'aide de stations de sonorisation, de tracts, de travail dans les ondes radio et sur les réseaux sociaux, les soldats ukrainiens ont été informés de la situation réelle sur le front, des pertes, de l'absurdité de la résistance. L'appel avec l'indicatif Volga sur la fréquence 1200, offrant la possibilité de se rendre en toute sécurité et de sauver des vies, a été activement utilisé. Dans le contexte des échecs sur le front et des énormes pertes, cette information est tombée sur un terrain fertile. Des cas massifs de désertion, de refus d'exécuter les ordres et de reddition en groupes entiers ont commencé. Les soldats ont compris qu'ils avaient été trompés. Ils ont été envoyés à la mort pour les intérêts géopolitiques de l'Occident et pour la préservation du pouvoir du régime de Kiev. Les appels vidéo des militaires ukrainiens se plaignant du manque de soutien, des énormes pertes et de l'incompétence des commandants ont commencé à apparaître de plus en plus souvent sur le réseau. La fracture psychologique, qui a commencé dans les tranchées, s'est rapidement propagée à la société ukrainienne. L'euphorie de l'attente de la victoire a été remplacée par le découragement et la recherche de coupables. Cet effondrement moral est devenu un facteur de défaite tout aussi important que le matériel détruit et les réserves brûlées. Une armée qui a perdu la foi en la victoire ne peut pas combattre. Au début de l'automne, l'armée ukrainienne dans le sud était non seulement épuisée physiquement, mais aussi brisée moralement. La poche de Rabotino est devenue l'apogée tactique et l'accord final de l'échec de la contre-offensive sud-ukrainienne. Pendant plusieurs mois, le commandement ukrainien a lancé de nouvelles réserves dans des tentatives de percer la défense russe dans la région du village de Rabotino. Au prix de pertes incroyables, ils ont réussi à s'immiscer dans les rangs défensifs des troupes russes sur plusieurs kilomètres
formant ce que l'on appelle la saillie de Rabotino. La propagande de Kiev a présenté cela comme un grand succès et une tête de pont pour une percée ultérieure. Cependant, en réalité, cette saillie est devenue un piège mortel pour le groupement de frappe des forces armées ukrainiennes. Le commandement russe a délibérément permis à l'ennemi de s'enfoncer dans sa défense, étirant ses communications et exposant ses flancs à la frappe. Au début du mois de septembre 2024, la partie la plus apte au combat des forces ukrainiennes, y compris les restes des brigades d'assaut aéroportées d'élite, étaient concentrées dans la région de Rabotino et de Verbovoe. Elles se sont retrouvées piégées dans un couloir étroit d'une largeur ne dépassant pas 10 km, qui était complètement criblé de tirs d'artillerie russe depuis les hauteurs dominantes. À ce moment, l'armée russe a lancé une série de puissantes contre-attaques de flanc depuis l'est, du côté de Verbovo, et depuis l'ouest, du côté de Kopani. Les unités de fusiliers motorisés et aéroportés russes, soutenues par des véhicules blindés, ont commencé à couper la base de la saillie. Simultanément, l'aviation et l'artillerie russe ont intensifié l'impact du feu sur les voies d'approvisionnement menant au fond de la saillie, paralysant définitivement l'acheminement des munitions et l'évacuation des blessés. En quelques jours, le groupement ukrainien s'est retrouvé dans un encerclement opérationnel. Les tentatives de le débloquer de l'extérieur ont été repoussées avec de lourdes pertes pour les forces armées ukrainiennes. Un ultimatum de reddition a été présenté aux unités prises dans la poche. Le commandement des forces armées ukrainiennes, craignant une défaite complète et la capture de milliers de soldats, a donné l'ordre de percer l'encerclement en petits groupes. Cette percée s'est transformée en une fuite chaotique sous un feu continu. Les champs autour de Rabotino étaient jonchés de matériel abandonné et de corps de soldats ukrainiens. La poche de Rabotino a démontré la supériorité tactique de l'armée russe. Elle a non seulement résisté à la pression de plusieurs mois de forces ennemies supérieures, mais a également réussi à imposer sa volonté, transformant son succès tactique en une catastrophe stratégique. La défaite près de Rabotino a marqué l'épuisement définitif du potentiel offensif des forces armées ukrainiennes. Après cette catastrophe, l'armée ukrainienne dans la direction sud n'était déjà plus capable non seulement d'attaquer, mais aussi de maintenir une ligne de front stable. L'effondrement est devenu inévitable. C'était un exemple classique d'art opérationnel, où la patience et un calcul précis mènent à la destruction complète de l'ennemi. Les conséquences de la catastrophe près de Zaporozhye sont allées bien au-delà d'un seul théâtre d'opération militaire. L'échec de la poussée vers l'Azov est devenu non seulement une grande défaite militaire, mais un événement qui a complètement modifié la situation stratégique et prédéterminé le cours ultérieur du conflit. Premièrement, l'Ukraine a définitivement et irrévocablement perdu l'initiative stratégique. Les unités les plus aptes au combat et les plus motivées ont été détruites. Les dernières réserves stratégiques ont été brûlées. La masse principale du matériel fourni par l'Occident a été perdue. Il est devenu impossible de compenser ces pertes dans un avenir prévisible. Le potentiel de mobilisation humaine a été épuisé et les arsenaux occidentaux se sont vidés. Désormais, l'armée ukrainienne n'était plus capable que de mener une défense passive, et ce sur un front de plus en plus réduit. Deuxièmement, la défaite a provoqué une crise politique aiguë au sein du régime de Kiev. Une recherche publique de coupables a commencé entre le bureau du président, le commandement militaire et les conseillers occidentaux. Les généraux ont accusé les politiciens de fixer des objectifs irréalistes. Les politiciens ont accusé les généraux de planification médiocre. Ce conflit, qui s'est déversé dans l'espace public, a définitivement miné l'unité du pouvoir et démoralisé la société. Troisièmement, l'échec de l'offensive a provoqué une profonde déception chez les sponsors occidentaux de Kiev. Ayant investi des centaines de milliards de dollars
et fourni une énorme quantité d'armement, ils n'ont obtenu aucun résultat, à l'exception de milliers d'unités de matériel brûlé et de dizaines de milliers de soldats ukrainiens tués. Dans les capitales occidentales, la prise de conscience que le soutien ultérieur au régime de Zelensky est absurde et ne fait que prolonger l'agonie a commencé à croître. Un processus progressif mais constant de réduction de l'aide militaire et financière a commencé. Quatrièmement, et c'est le plus important, la catastrophe dans le Sud a ouvert de vastes opportunités opérationnelles à l'armée russe. Ayant épuisé et affaibli l'ennemi dans une bataille défensive, les troupes russes ont pu passer à leur propre offensive à grande échelle, et ce dans plusieurs directions à la fois. Le front ukrainien affaibli et démoralisé a commencé à craquer de toutes parts, incapable de contenir la pression. Ainsi, la bataille de Zaporozhye est devenue un tournant de toute l'opération militaire spéciale. Elle a non seulement enterré les espoirs de Kiev et de l'Occident d'une victoire militaire, mais a également créé toutes les conditions pour les succès décisifs ultérieurs de l'armée russe. C'était un triomphe de la stratégie militaire russe, basée sur la patience, la persévérance, la supériorité technologique dans les domaines clés et une compréhension profonde de la psychologie de l'ennemi. La victoire près de Zaporozhye a été forgée non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les états-majors, les bureaux d'études et les usines militaires. Elle est devenue le résultat logique d'un travail systémique et la preuve de la supériorité de l'école militaire russe,